Coucou, c'est Hicham Pro 68, j'espère que vous allez bien. Pourquoi mon ordinateur est lent? Je l'ai acheté dans le commerce, tout s'est passé bien, le démarrage était rapide, il était tellement rapide que j'avais même pas le temps d'aller chercher mon café. Les applications se lancent en un clin d'œil, et puis là, les performances sont super dégradées. Ou pourquoi? J'avais une configuration sur un ordinateur, je veux par exemple ajouter du stockage ou ajouter de la RAM, et en fait, j'aurais peut-être pas dû. Je vais vous expliquer tout ça. Mais tout d'abord, petite piqûre de rappel sur ce que l'on peut retrouver comme matériel dans un ordinateur. Donc tout d'abord, vous avez le processeur, ce que l'on appelle aussi le CPU. Ensuite, vous avez la RAM. Vous avez la ou les cartes graphiques, la carte son, la carte Ethernet, la carte Wi-Fi, la carte Bluetooth, les ports USB, le stockage, donc les disques durs, et surtout la pile BIOS. Alors déjà, petite astuce pour vous, c'est gratuit. Quand vous avez un démarrage qui ne répond pas, donc vous appuyez sur le bouton et il ne se passe rien. Enfin si, il se passe quelque chose, c'est que vous avez 4 bips. Vous avez 4 bips et l'ordinateur va vouloir redémarrer. Et vous avez ça tout le temps. Cherchez pas à comprendre. C'est la pile BIOS. Donc une BIOS, c'est une pile plate, toute plate, ronde. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce type de modèle de pile plate dans notamment les calculatrices. Eh bien, c'est une pile qui a besoin d'être changée. Généralement, une pile BIOS, ça dure très très longtemps. Avant de pouvoir la changer, il faut quand même du temps. Parce que cette pile, comme son nom l'indique, c'est pour montrer à l'écran le BIOS. Et surtout pour l'utiliser, le BIOS. Le BIOS, c'est quoi? C'est le centre névralgique d'un ordinateur. C'est ça qui va permettre de savoir quel est le matériel qu'il y a dedans. Donc si vous avez une configuration, je sais pas, avec un disque dur 500 Go, 8 Go de RAM, etc., tout va s'afficher là. En fait, c'est un peu la première version de graphique, donc visuel, de ce que vous avez comme matériel. Donc vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la boîte, vous allez carrément dans le BIOS et vous savez ce que vous avez. Parce qu'en plus, il y a les noms des constructeurs qui sont donnés dedans. Le BIOS, ça permet aussi de configurer certains paramètres, comme par exemple le démarrage. Par exemple, si vous avez un lecteur de DVD, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé dans la liste, mais parce qu'il a tendance à disparaître, si vous avez un lecteur de DVD, vous pouvez le mettre en première position. Ce qui veut dire que lorsque l'ordinateur va démarrer, la première chose que l'ordinateur va lire, c'est le lecteur DVD, s'il y a un DVD dedans ou pas. Pour les disques, c'est pareil. Pour les ports USB, c'est pareil. C'est comme ça que d'ailleurs on peut booter sur une clé USB au démarrage. C'est en changeant ces paramètres-là. Vous pouvez aussi configurer le mot de passe pour démarrer une machine, parce que vous avez un système de cadenas électronique par code que vous pouvez mettre en place comme ça quand vous appuyez sur le bouton. Donc ça va se lancer, mais à un moment ça va vous dire bon, il y a un mot de passe, il faut me donner le mot de passe si tu veux que je continue de lancer Windows. J'y arriverai. Vous avez plein de paramètres comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, ça ferait l'objet d'une autre vidéo dans ce cas-là. Mais le BIOS, c'est relativement important. Et le BIOS, c'est en corrélation avec la carte mère. En fait, c'est la carte mère qui parle pour vous. C'est ça le BIOS. Et donc, je vous ai dit le matériel qu'on peut retrouver, comme la carte Ethernet. Alors, la carte Ethernet, pour ceux qui ne savent pas, la carte Ethernet, c'est un port Ethernet qui se trouve à l'arrière de votre ordinateur, dans lequel on peut mettre un câble LAN précisément, RJ35, si vous voulez même le nom. Et c'est un câble qui va aller de l'ordinateur vers la box. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir Internet sur votre ordinateur. C'est quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir une carte Wi-Fi ou tout simplement le Wi-Fi sur votre ordinateur.
Le Wi-Fi, ça peut être une carte Wi-Fi, donc une carte directement intégrée dans votre ordinateur, ou ça peut être tout simplement une clé Wi-Fi, comme une clé USB. C'est ce qu'on appelle, alors il y a différents modèles, hein. Il y a le grand modèle qui ressemble vraiment à une clé USB, et vous avez le tout petit modèle qui ressemble à un pouce, qui s'appelle un dongle. Beaucoup de gens ne se souviennent pas ce mot, mais c'est ça qu'on appelle un dongle, et en fait c'est tout petit, c'est en fait un demi-cercle en plastique, avec au bout un port USB. Vous branchez ça dans le port USB, et bim, vous avez le Wi-Fi. Vous avez la même chose d'ailleurs pour les clés Bluetooth. Pour les clés Bluetooth, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir le petit modèle donc tout arrondi, mais aussi le petit modèle rectangulaire que vous retrouvez parfois aussi, notamment chez TP-Link, pour les clés Wi-Fi. Ça, vous pouvez l'avoir. Voilà. Sinon, le stockage, c'est ce qu'on appelle les disques durs. Et bon, le reste, je pense que vous savez ce que c'est, hein, la RAM, les barrettes de RAM, donc le processeur, etc., etc. Là aussi, il faudrait faire une vidéo, hein, sur comment fonctionne un ordinateur. Ce serait intéressant. Mais bon, donc tout ce petit beau monde sur cette carte mère, il faut que l'ordinateur lise pour savoir s'ils sont vivants, en d'autres termes, hein. Donc, par exemple, pour la RAM, si vous avez 8 Go de RAM en 4x2, donc 4 barrettes de RAM de 2 Go chacune, eh bien, l'ordinateur va lire les 4 barrettes de RAM avant de pouvoir dire OK, j'ai 8 Go de RAM. Parce que s'il y en a une qui est mal encochée dans son socket, dans son emplacement, ça veut dire que l'ordinateur ne va pas comprendre et il va dire OK, attends, dernière fois j'ai lu qu'il y en avait 8, maintenant il n'y en a plus que 6. Il y a un problème. Et il va vous le signaler. Et c'est pour ça que vous avez un bip et un message aussi qui vous dit que la dernière configuration n'a pas été reconnue ou n'a pas été trouvée. Parce qu'il a détecté comme quoi il y avait avant 8 Go de RAM, mais maintenant il n'en trouve plus que 6. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau de la RAM. Et etc., etc. Pour les disques durs, c'est pareil. Pour les disques durs, un disque de 500 Go, ça va être lu en quelques secondes. En revanche, vous mettez un disque dur de 12 Tera, bon là, vous avez le temps d'aller chercher votre café, je pense. Et en plus, il faut prendre en compte un autre paramètre pour les disques durs, c'est s'il est rempli ou pas, et à quel pourcentage. Parce que si c'est un disque dur vide, il va aller très très vite. En revanche, si c'est un disque dur qui est légèrement rempli, d'ailleurs on le voit lorsque vous connectez un disque dur en externe, donc par USB, vous le voyez très rapidement. Si vous connectez par exemple une clé en 32 Go, ça va aller très vite, ça va être très vite reconnu. Vous connectez une clé en 128 Go, si elle est vide, ça va être relativement vite reconnu. Si en revanche, elle commence à être un petit peu remplie à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que c'est un peu plus long. Parce qu'il est obligé de lire tout ça avant de pouvoir montrer que le matériel est OK. C'est aussi comme ça, mais je vais y revenir un peu plus tard. C'est aussi comme ça que Windows fait pour lire votre disque et vous afficher éventuellement des erreurs. Vous avez ce fameux panneau qui dit ce lecteur présente peut-être des problèmes. Voulez-vous faire une vérification d'erreur? Et vous avez le choix entre oui ou non. Mais je vais y revenir. Donc, tout ce petit beau monde, si vous le multipliez énormément, ça explique pourquoi l'ordinateur va être très très lent au démarrage. Parce qu'il va falloir lire absolument tout. Donc il y a déjà ça. Comme je l'ai dit juste avant, ça peut être aussi suite à un matériel défectueux. Donc je reprends mon exemple de 8 Go de RAM, dont une barre de RAM qui est un peu malade. Si elle est malade, ça risque de ralentir aussi le processus. Parce qu'il va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi juste avant, il pouvait lire 8 Go de RAM, et que maintenant, il peut lire que 6 Go de RAM. Un ordinateur, c'est binaire, faut pas oublier, c'est oui ou non. C'est con, un ordinateur. C'est que si vous ne lui expliquez pas vous-même, physiquement, que
vous avez retiré 6 Go de RAM, vous avez retiré une barrette de 2 Go de RAM pour en faire donc seulement 6, lui, il comprend pas. Lui, pour lui, ça veut dire qu'il y a tout le temps 8 Go de RAM. Dès lors que vous retirez complètement la barrette de RAM et que là, vous démarrez votre ordinateur, bon, là, il va dire, ah, ok, je comprends. Parce que lui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va voir il sait qu'il y a 4 emplacements pour chaque barrette de RAM, et il voit qu'il y en a une qui est vide. Donc là, il va comprendre. Bon, il va quand même vous informer, attention, sur la dernière configuration connue, il y avait 8 Go de RAM, maintenant il n'y en a plus que 6. J'espère que, en fait, toi, utilisateur, tu es au courant. Mais je te le répète quand même. C'est ça que ça veut dire. Si en revanche, la barrette de RAM est un peu malade ou elle est mal enclenchée dans son socket, eh ben là, il va pas comprendre parce que pour lui, ça veut dire les 4 sockets, donc les 4 emplacements, sont utilisables et sont utilisés surtout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on parle de matériel défectueux. Il peut y avoir aussi, alors là c'est un autre problème, mais toujours, je vais reprendre encore mon exemple de 8 Go de RAM, ça peut être aussi un conflit de matériel. Ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire que vous avez 4 barrettes de Go de RAM, donc de 2 Go de RAM, pardon. Vous avez 4 barrettes, sauf qu'il y en a une dans le lot, vous ne savez pas pourquoi, mais elle est méchante. Elle est très très méchante. Et en fait, elle fait de l'ombre à la première. Donc en fait, notre ordinateur va reconnaître que 2 barrettes de 2 Go de RAM. Ou 3, éventuellement. Mais il y en a une, elle ne pourra pas la lire parce qu'il y a un conflit, ou ça peut être aussi d'un problème électrique, mais c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut être aussi une barrette de RAM, en fait, qui masque une autre barrette de RAM. Techniquement, c'est que vous avez les barrettes de RAM, elles sont physiques, elles sont devant vous. Vous les voyez, mais l'ordinateur ne les comprend pas. Ça peut être un problème. Et ensuite, ça peut être aussi un problème d'alimentation. Parce qu'une configuration, tout d'abord, sur la carte mère, donc il y a un type de matériel bien défini. Si l'alimentation est plus basse, cherchez par votre ordinateur ne démarrera même pas. Une fois, j'ai fait un test. Je voulais monter une tour. Donc j'avais mon CPU, j'avais tout ce qui était bien propre, mais j'avais mis une carte graphique qui était un petit peu puissante. C'était une 1050 de chez Nvidia. Et donc j'arrive à démarrer l'ordinateur, sauf qu'au bout de 10 minutes, poum, l'ordinateur s'arrête. Blackout. Comme si on avait retiré la prise. Et en fait, ça, pourquoi il s'est arrêté brusquement? Et déjà, pourquoi il veut démarrer d'une première fois et après il s'arrête brusquement? Puis après, plus vous insistez et moins il a envie de démarrer. C'est parce que sur le moment, il a vérifié que la carte graphique était présente, donc jusque-là, pas de problème. Sauf que pour afficher Windows, il faut utiliser la carte graphique. Et là, la carte graphique a dit, non, non, toi, électricité, tu viens, tu m'en donnes beaucoup plus. Parce que la carte mère était configurée pour donner un certain type de calibre d'électricité à une carte graphique, sauf que la carte graphique a dit, non, non, toi, tu viens, tu m'en donnes plus. Et quand c'est comme ça, la carte graphique va demander plus d'énergie que ce qui est prévu, et il y a un système dans toute carte mère qui est un système de surtension qui va faire que ça va couper l'ordinateur automatiquement pour éviter qu'il y ait une surtension. Parce que dès qu'il y a une surtension qui est détectée quelque part, l'ordinateur va se mettre en verrouillage automatique. Ça évite de flinguer votre matériel. C'est une sécurité qui avant n'existait pas énormément. D'ailleurs, il y a des vidéos assez sympas sur YouTube si vous cherchez, où on voit du matériel qui crame à cause de ça. Mais là, maintenant, ce n'est plus possible, pardon,
d'avoir de la fumée noire qui sort d'un ordinateur. C'est plus possible. Parce que vous avez justement ce système qui permet de verrouiller l'ordinateur dès que ça soit le CPU ou autre chose qui détecte comme quoi il y a une surtension sur la carte mère. Parce que la carte mère, il ne faut pas oublier, c'est 50% de prix d'achat de votre ordinateur. Il ne faut pas oublier. Donc, il y a tout ça. Mais alors tout ça, c'est le matériel. Hein. Donc, je veux dire, c'est bien spécifique, c'est bien relou, surtout quand on ne s'y connaît pas. C'est bien prise de tête des fois, parce qu'il y a plein de possibilités, comme vous pouvez le voir. Bon, maintenant que je vous ai bien ennuyé avec le matériel, bah, je vais vous montrer que ça peut être encore plus bête que ça. En fait, ça peut venir de l'environnement directement. Ce qu'on appelle l'environnement, il faut comprendre par le système d'exploitation, donc Windows ou macOS, ou n'importe. C'est ça, l'environnement. Et donc, dans l'environnement, il y a techniquement 3 raisons qui peuvent produire un ralentissement au niveau du démarrage. Tout d'abord, et c'est le plus fréquent, trop de programmes au démarrage. Vous savez, je vais être honnête avec vous, un ordinateur, c'est comme une femme. Il faut prendre soin de l'ordinateur. Une femme prend soin d'elle, elle se maquille, voilà, elle fait attention à elle. Ben, un ordinateur, c'est pareil. Parce que si vous lui mettez plein de logiciels au démarrage, il ne faut pas s'étonner pourquoi Windows met une plombe pour démarrer. Il ne faut vraiment pas s'étonner. Il y a aussi une autre chose. C'est que il y a un grand problème, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Chez Windows, et uniquement chez Windows, et ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, de pourquoi on le retrouve que chez Windows et pas ailleurs, c'est la fragmentation. La fragmentation, c'est quand les éléments sur votre disque dur, alors attention, hein, parce que j'ai vu des vidéos qui disaient que comme quoi sur un SSD il ne peut pas y avoir de fragmentation, c'est faux. C'est complètement faux. Il y a de la fragmentation sur n'importe quel type de disque dur. Même sur une clé USB, vous pouvez avoir de la fragmentation. Parce que c'est le système Windows qui est comme ça. Donc la fragmentation, c'est quand des éléments viennent prendre un petit peu trop de place. Je m'explique. Vous avez ce qu'on appelle en informatique des clusters. Donc les clusters, c'est des petites boîtes. On va schématiser avec des toutes petites boîtes qui ont une certaine capacité. Elles ont cette capacité-là. Et donc, c'est une capacité qu'on ne peut pas, normalement, dépasser. Sauf qu'avec Windows, il va mettre donc des éléments dans ces petits clusters, dans ces petites boîtes. Puis, pour le dernier, admettons que votre cluster, je ne sais pas, il accepte que 2 mégas. Admettons. Je dis une bêtise, hein, c'est juste un exemple. Donc le cluster, il n'accepte que 2 mégas. Et Windows a un fragment de logiciel ou de fichier qui fait 3 mégas. Il se dit, oh bon, allez, on va le mettre dans le 2 mégas, et puis voilà. Donc en fait, il va forcer la taille maximale du cluster. Et ça va créer une onde de choc. Si vous avez l'image, ça va créer à ce que la boîte explose, qui va provoquer l'explosion d'autres boîtes derrière. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Donc en fait, c'est un mélange qui va se opérer avec le temps, qui va se faire, où on a les éléments qui va se mettre un petit peu partout sur le disque, alors qu'ils n'ont strictement rien à faire là. En fait, chaque élément, par exemple, je vais prendre le cas d'un logiciel, Microsoft Office. Microsoft Office, c'est donc un setup, donc un .exe, un exécutable, des DLL, donc des librairies, et des fichiers de configuration. Grosso merdo, c'est ça.
Donc, au début, quand vous l'installez, ben, c'est au même endroit. Il va prendre une part du disque, et puis il va les installer là. Mais sauf qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser Microsoft Office, en ouvrant Excel, en ouvrant Word, etc., ben, il va déplacer ces éléments-là parce ils ont besoin d'être utilisés. Par exemple, pour les DLL, quand vous faites d'ailleurs DLL Dynamic Link Library, donc une librairie, en d'autres termes, de liens dynamiques, lorsque vous faites une opération, par exemple sur Excel, je vais vous donner un exemple, vous voulez exporter votre tableau en PDF. Eh bien ça, c'est une DLL qui s'en occupe. Et ça, lorsque vous le faites, ben, ça va dire, bon, la DLL, tu viens, parce que j'ai besoin de toi, parce que elle, la DLL, elle est chez elle, elle est dans son petit bureau tranquille, elle est en train de se boire un petit mojito. Mais vous ne frappez à sa porte, vous dites, toi, la DLL, tu viens avec moi, j'ai besoin de ton aide parce qu'il faut que je mette, l'utilisateur a besoin d'exporter un document en PDF. Donc tu vas aller au département PDF et tu vas faire en sorte que ça se fasse. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc les éléments vont bouger naturellement parce que l'ordinateur va leur demander de venir travailler, en autre terme. Et des fois, ces éléments-là sont tellement feignants qu'ils restent sur place. Donc c'est-à-dire qu'ils se déplacent, qu'ils migrent d'une zone d'un disque à une autre zone. Et c'est ça la fragmentation. Et donc, pour remédier à ce gros problème, il faut défragmenter son disque, ce qui est très très important. Défragmenter son disque, c'est très important parce que justement, ça permet de remettre de l'ordre dans tout ça. Je vais vous redonner un autre exemple parce que là, je ne sais pas si j'étais très clair avec mon explication. Mais je vais vous donner un exemple concret et très simple à comprendre. Devant vous, donc on est le 1er du mois, devant vous, vous avez une armoire dans laquelle vous avez plein de pulls qui sont au même endroit, plein de chemises qui sont au même endroit, plein de t-shirts qui sont au même endroit et plein de pantalons qui sont au même endroit. Donc vous avez 4 cases pour chaque type de vêtements. Et puis au fil du temps, vous allez habiller, hein, et fort heureusement, vous changez, et puis un jour, vous regardez, vous avez mis un pull, vous regardez le ciel, ah non, il va faire chaud, et puis vous retirez le pull, et puis vous le balancez comme ça, la va-vite, dans l'armoire, et ça va tomber sur les t-shirts, par exemple. Et à la fin du mois, c'est le gros bordel, parce que vous avez les t-shirts qui sont mélangés avec les pulls, qui sont mélangés avec les pantalons, etc., etc. C'est ça la fragmentation. La défragmentation, c'est de redéfinir que chaque pull va avec donc chaque pull, dans sa case pull, etc., etc. C'est ça. C'est ça la fragmentation, défragmentation. Voilà. Et donc, il y a un autre problème, c'est les fichiers. Parce que si vous avez un disque, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit ne jamais remplir à 100% un disque jusqu'à 100% de sa capacité, parce que ça peut poser problème de lecture. C'est aussi pour ça. Plus vous allez remplir un disque, alors attention, hein, un disque, il est fait pour ça, il est fait pour être rempli. Sauf qu'il ne faut pas dépasser 80% de remplissage de son stockage. Il faut toujours garder au moins entre 15 et 20% donc, du disque complet. Si vous avez un disque dur de 1 Tera, donc c'est 931 Go, ça veut dire que vous devez garder au moins 30 Go d'assuré. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, vous avez peut-être compris, hein, 931 Go, alors que je parle d'un disque dur d'1 Tera. Déjà, il y a un problème. Non, c'est pas un problème, c'est que vous avez effectivement un disque dur de 1 Tera, donc 1000 Go, et vous avez que 932 Go. Et ils sont partis où les autres? En fait, c'est la partie qui est réservée pour que le disque puisse quand même être lu, même si vous le remplissez à 100%, jusqu'à 932 Go. C'est ça, cet espace qui n'est pas utilisable, que vous ne voyez pas, mais cet espace-là, ça permet de quand même lire le disque, même s'il est rempli à 100%. Ce que je dis en revanche,
c'est qu'il faut éviter ça. Parce que ça peut quand même poser des problèmes, notamment sur les données, sur la perte de données. Ce qu'il faut, c'est garder au moins, et je dis au moins 15% de capacité libre. C'est-à-dire que sur 930 Go, alors je ne vais pas faire le calcul à deux têtes, mais on va dire que approximativement, hein, vous avez le droit sur un disque dur pardon, de 1 Tera, donc soit 931 Go, vous avez le droit de remplir jusqu'à 900 Go, mais ne dépassez pas au-delà. Pour une simple et bonne raison, c'est que votre ordinateur va être soulagé. Parce que comme il faut que le disque soit lu, parce que l'ordinateur va juste lire votre disque, mais le disque, il faut qu'il soit en mouvement, il faut qu'il tourne. Parce que s'il est en train de dormir, bah, ça ne va pas marcher. Et le fait d'accepter de dire, bon bah voilà, je vais éviter de le remplir à 100%, je vais le remplir qu'à 80%, ben ça va faciliter énormément les choses, et notamment la lecture de tout ce que vous avez dedans. Parce que si vous ne le faites pas, bah, ça va mettre un peu plus de temps. C'est logique. C'est comme tout à l'heure. Ce que je vous disais en préambule, plus votre disque en termes de capacité va être grande, plus le temps de lecture va être grand, ce qui est logique. Et donc plus le temps de reconnaissance va être grand aussi, puisqu'il fait d'abord une lecture pour ensuite le reconnaître. Donc ça, il faut être très attentif à ça. Et donc la dernière chose de pourquoi votre ordinateur pourrait être lent, bah, c'est tout simplement parce que vous avez des virus. Il y a des virus qui sont en mesure de s'installer ou d'installer des logiciels, ce qu'on appelle des malwares, et qui vont provoquer un très gros ralentissement de votre ordinateur. Et ça, les trois raisons que je vous ai données, donc trop de programmes au démarrage, la fragmentation et les malwares, sont 80% des problèmes que l'on résout en 10 minutes. Après, il y a quand même du matériel qu'il faut prendre en compte. Il y a quand même des problèmes matériels. Mais si votre ordinateur vient à être lent, et en commentaire, je vous mettrai un lien vers un manuel que j'ai écrit, qui est rédigé par moi sur comment bien gérer son ordinateur même quand on ne connaît pas l'informatique et qu'on ne s'y intéresse pas, il faut quand même prendre soin de son ordinateur, parce qu'un ordinateur, bah, c'est du matériel, et ça veut dire que si vous ne faites pas trop attention, bah, ça risque de s'user, ça risque bah, de ne plus être utilisable. Donc il faut en prendre un minimum soin. Et ce qu'il faut, bah, c'est faire souvent un nettoyage du disque, souvent une défragmentation du disque, vérifier si vous avez des virus, etc. Donc je vais vous mettre en commentaire le lien d'un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, que vous pouvez garder avec vous. Je vous assure, ce sera votre Bible pour gérer votre ordinateur. Vous allez me remercier tous les jours, je pense. Parce que dans ce PDF, et c'est gratuit, je ne vous propose même pas de formation derrière. Petit pic gratuit pour certains. Et ce PDF va vous permettre vraiment d'être tout le temps à flot sur votre ordinateur. C'est-à-dire que tous ces problèmes de lenteur au niveau du système d'exploitation, de l'environnement, donc hors matériel, parce que ça c'est vraiment un cas spécifique, ben, vous allez pouvoir les corriger vous-même et vous allez surtout pouvoir vous les éviter. Et ça c'est très intéressant. Les éviter, c'est vraiment le kiff pour un utilisateur. Parce que moi je vous donne une solution qui vous dit, vous appliquez ça au pied de la lettre comme je vous l'ai écrit, vous êtes tranquille. Vous n'aurez jamais une perte de vitesse. Jamais. Voilà. J'espère que vous en saurez beaucoup plus maintenant sur l'ordinateur lent et comment y remédier. Si vous avez des questions, bah, comme toujours, n'hésitez pas à me demander. Cette vidéo étant sur YouTube,
Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire. Vous pouvez me contacter aussi par mail, sur le site infopro68.fr, partout, quoi. Hein. Franchement, n'hésitez pas. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, pas trop long, parce que là, ça fait quand même une demi-heure, hein, quasiment. Mais je trouve que c'était nécessaire de vous apprendre un minimum sur comment on répare un ordinateur qui est lent, et quelles sont les causes surtout. Euh, En plus, vous avez gagné tout hein, dans l'histoire, je vous ai même appris enfin, à quoi correspond les 4 bips quand on essaie de démarrer une tour. Hein. C'est juste changer la pile. Hein. Et je vous apprends même des trucs. Hein. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Portez-vous bien. Allez, ciao!